Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante du soldat japonais dont la loyauté et la persévérance l'ont mené à un destin incroyable et unique. C'est l'histoire d'un homme qui, au nom de l'honneur et de la fidélité aux ordres, a continué de se battre longtemps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, seul dans la jungle des Philippines. Hiro Onoda n'est pas seulement un soldat, il incarne une mentalité, un dévouement et une détermination qui défient l'entendement. Comment une mission militaire peut-elle devenir une raison de vivre, même quand tout semble perdu? Pourquoi Onoda a-t-il refusé de croire à la fin de la guerre? Et qu'est-ce qui l'a poussé à rester, contre toute logique, dans des conditions de survie extrême? Restez avec nous pour découvrir ce récit captivant qui nous montre jusqu'où l'esprit humain peut aller lorsqu'il est guidé par des valeurs profondes. Hiro Onoda est un nom gravé dans l'histoire pour son incroyable persistance et fidélité aux ordres. Né le 19 mars 1922 dans le village de Kamekawa, au Japon, il grandit dans un pays où l'honneur militaire et la loyauté à la nation étaient des valeurs fondamentales. À 20 ans, après avoir travaillé dans le commerce, il est appelé pour le service militaire et est choisi pour être formé au combat de guérilla. L'armée japonaise, qui s'efforçait de maintenir ses positions dans le Pacifique, voyait dans cette spécialisation une manière de résister en milieu hostile. Formé à l'école militaire Nakano, il apprend des techniques de camouflage, de reconnaissance et d'autosuffisance extrême. Sa formation rigoureuse, basée sur le code militaire Senjin-kun, lui inculque de ne jamais se rendre ou reculer face à l'ennemi, un code qu'il appliquera fidèlement pendant près de 3 décennies. En décembre 1944, Onoda est envoyé sur l'île de Lubang, aux Philippines. Sa mission, ralentir l'avancée ennemie en détruisant des pistes d'atterrissage et des installations stratégiques. Il est accompagné de 3 autres soldats, Yuichi Akatsu, Shoichi Shimada et Kinshichi Kozuka. Rapidement, la situation se complique et l'île passe sous le contrôle américain. Le groupe se retrouve isolé, mais il décide de rester caché dans la jungle, convaincu que les renforts japonais arriveront. Leur commandement leur avait fermement ordonné de ne jamais se rendre. Les conditions de survie dans la jungle sont particulièrement difficiles. Au début, le groupe parvient à se procurer des vivres, en pillant discrètement des villages ou en volant du riz. Mais les habitants exaspérés renforcent leur défense et il devient plus risqué de se montrer. Onoda et ses compagnons développent alors des stratégies de survie adaptées à leur environnement. Ils apprennent à se nourrir de tout ce que la jungle peut offrir. Noix de coco, bananes sauvages et parfois même des serpents ou des grenouilles. La chasse devient pour eux un moyen essentiel de subsistance, même si les animaux sont rares. Onoda maîtrise peu à peu l'art de camoufler ses traces et de se fondre dans le paysage. Ils installent des campements provisoires qu'ils changent régulièrement pour éviter d'être repérés. Au fil des ans, ils inventent des techniques d'autosurveillance, plaçant des pièges et des dispositifs d'alerte rudimentaires pour se protéger d'éventuels assaillants. En dépit des tracts largués par avion en 1945, annonçant la fin de la guerre, Onoda et son groupe refusent de croire à cette capitulation. Ils pensent qu'il s'agit d'une ruse de l'ennemi pour les faire sortir de leur cachette. En 1950, Yuichi Akatsu, épuisé par les conditions de vie et doutant de la poursuite du conflit, décide de se rendre aux autorités philippines. Son départ suscite de la méfiance chez les autres membres du groupe, qui le considèrent presque comme un traître. Après sa reddition, les autorités lancent des recherches intensives sur l'île, distribuant des lettres et des photos de la famille d'Onoda, espérant le convaincre que la guerre est bel et bien finie. Mais ils pensent que ces documents sont des faux. Avec Shimada et Kozuka, ils se replient encore plus loin dans la jungle, réduisant leur nombre de sorties pour diminuer les risques. Dans les années qui suivent, les conditions deviennent de plus en plus précaires. En 1953, Shoichi Shimada est blessé lors d'une confrontation avec des pêcheurs philippins. Onoda le soigne du mieux qu'il peut, mais en 1954, Shimada est tué lors d'un échange de tirs avec les habitants. Pour Onoda et Kozuka, cette perte est dévastatrice. Plus isolés que jamais, ils s'accrochent à la mission, persuadés que l'armée impériale finira par revenir les chercher. Durant les 2 décennies suivantes, Onoda et Kozuka continuent de vivre en quasi-autarcie. Ils cultivent un petit lopin de terre caché au cœur de la forêt, apprenant même à fabriquer des outils rudimentaires. Les 2 soldats se partagent les tâches. L'un surveille, pendant que l'autre va chercher de l'eau ou chasse. Ils deviennent des experts dans l'art de rester invisibles.
Parfois, ils croisent des villageois et pillent des récoltes, mais ils limitent leur contact au strict minimum pour éviter d'être capturés. En 1972, lors d'une embuscade, Kozuka est tué par la police philippine. Onoda, désormais seul, poursuit sa mission. 2 ans plus tard, en 1974, il est retrouvé par Norio Suzuki, un jeune explorateur japonais qui s'était donné pour mission de le retrouver. Lorsque Suzuki le rencontre, Onoda refuse catégoriquement de se rendre, affirmant qu'il attend toujours les ordres de son supérieur. C'est seulement après l'intervention du major Yoshimi Taniguchi, retrouvé par le gouvernement japonais, que Onoda accepte de se rendre. Taniguchi, vêtu de son uniforme d'époque, se rend en personne dans la jungle et ordonne à Onoda d'abandonner sa mission. Le 9 mars 1974, Hiro Onoda dépose finalement les armes, 29 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. À son retour au Japon, il est accueilli en héros, même si son histoire divise. Certains le voient comme un symbole de loyauté, tandis que d'autres critiquent l'inutilité de sa persistance. Le Japon, après la guerre, a profondément changé et s'est transformé en une nation pacifiste. Ce pays modernisé, orienté vers la paix et la reconstruction, surprend Onoda, qui éprouve des difficultés à s'adapter. Désorienté par cette société qu'il ne reconnaît plus, Onoda décide de partir vivre au Brésil, où il s'établit comme éleveur de bétail. La vie simple qu'il mène dans les campagnes brésiliennes lui permet de retrouver une certaine paix. Cependant, en 1944, il retourne au Japon avec son épouse et fonde l'Onoda Nature School, un camp où il enseigne aux jeunes les techniques de survie, mais aussi l'importance de la persévérance et du dévouement. Il y transmet des valeurs qui ont marqué toute sa vie et apprend aux jeunes générations à se dépasser. Onoda meurt en 2014, à l'âge de 91 ans. Son histoire, devenue légendaire, a inspiré de nombreux livres et films, notamment le film primé 10 000 nuits dans la jungle. Il incarne pour beaucoup une loyauté inébranlable, mais aussi les conséquences tragiques de l'endoctrinement militaire. Pour Hiro Onoda, l'honneur et la fidélité au devoir auront été plus qu'un simple engagement. Ils auront été la raison de vivre d'un homme dont la mission était devenue indissociable de son identité.